Bonjour, c'est Stéphanie. Bienvenue sur le podcast Tu joues ou quoi, dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses, à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. Dans ce nouvel épisode, je reçois Mathieu Bierry, créateur de contenu. Après avoir lancé sa chaîne sur YouTube en 2020, il a créé le podcast On Joue-tu il y a 3 ans avec ses amis David et Benji. Toutes les 2 semaines, ils parlent ensemble d'actu et partagent leur expérience ludique dans la bonne humeur. En septembre, Mathieu a sorti son premier jeu de société, signé en co-autorat avec Alex Fortino. Édité chez Merle Éditions, Naishi est un jeu de duel, de gestion de main et de tableau building. J'ai rencontré Mathieu Bierry au salon professionnel de Vichy, quelques jours avant la sortie officielle de Naishi en boutique. Alors, je suis au Festival de Vichy avec Mathieu Bierry. Bienvenue sur le podcast. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Voilà, tu es un habitué des podcasts, donc je pense qu'il y en a qui reconnaîtront ta voix tout de suite. Ouais, mais je n'ai pas l'habitude de ne pas être l'animateur, par contre. Ouais, c'est ça. Là, c'est l'arroseur arrosé, ouais. C'est ça? Ouais, c'est clair. Bon, bah écoute, un nouvel exercice pour toi, peut-être. Moi, je suis sûre que tu vas relever le défi très, très bien. J'espère, sinon c'est pas bon signe pour les gens qui vont venir écouter mon podcast à la place. T'as raison. Donc, comment toi, tu as démarré dans le milieu du jeu de société? Déjà, en tant que joueur, peut-être? Alors, ça, c'est une question que, bon, on a déjà eu posée pas nécessairement sur le podcast ou autre, mais j'ai l'impression que les gens qui me rencontrent maintenant pensent que toute ma vie, j'ai été joueur, ce qui n'est pas du tout vrai. Quand j'étais jeune, alors dans ma famille, oui, on jouait à Monopoly, Cluedo, ces trucs-là, mais c'était clairement pas quelque chose qui m'attirait. Moi, j'ai toujours été très jeu vidéo, c'était un peu ça, ma cam. Et c'est à partir de, alors moi, je dirais le cégep, ce qui pour vous est le lycée. En tout cas, quand j'ai eu à peu près 17-18 ans, on a commencé à faire... j'avais un ami à moi qui m'avait présenté Catan. Okay. Et puis vraiment, quand on me disait on va faire un jeu de société, moi j'étais comme, mais est-ce qu'on est vraiment obligé? On pourrait pas juste jouer à Mario Kart, quoi. Et puis du coup, c'est là qu'on a joué à Catan. Et puis vraiment, j'ai eu un déclic instantané. Vraiment un premier coup de cœur ludique dans ma vie, en fait. Parce que vraiment, j'ai jamais été content de jouer à des jeux de société, mais jamais, avant ce moment. Et donc, je dirais que c'est vraiment à partir de mes 18 ans. Et puis après, bon, j'ai joué à Catan pendant 6 ans en me disant il existe que ça. Et puis, donc après ça, j'ai découvert Seven Wonders, parce qu'à l'époque, j'étais encore au Québec. Quand je suis arrivé en Suisse, j'ai commencé à me faire une petite ludothèque. Et puis là pour le coup, j'avais Seven Wonders. Et puis, c'était quoi l'autre jeu que j'avais acheté? J'ai assez rapidement acheté Broom Service, qui est un peu devenu maintenant un peu ma marque de fabrique. Mais je dirais que début vingtaine, c'est là que j'ai commencé à être vraiment fan de jeux. Mais de là à dire que j'allais ouvrir une chaîne YouTube, avoir un jeu édité et tout, j'y pensais pas du tout. C'est ça, et limite, tu savais pas que les boutiques ludiques existaient. Non, c'est clair. Je savais même pas. Ouais, moi, je pensais que tu achetais toujours à la Fnac, en fait. Je pensais que c'était. Donc, et tu connaissais pas le Randolph, toi qui es du Québec? Non, mais en fait, Randolph, oui. Moi, je suis parti en Suisse, c'était dans ses débuts, Randolph. Et puis, en fait, c'est un peu ça qui m'a planté la première graine dans ma tête de cette idée de chaîne YouTube. C'était, j'avais un pote à moi qui, à chaque fois qu'on allait à Montréal, parce que moi, je vis pas tout à fait où il y a des Randolph, à chaque fois que j'allais là-bas, c'était moi qui devais expliquer les jeux tout le temps. D'accord. C'était un peu Hey, Mathieu est là, explique les jeux. Et puis, une fois, je lui ai demandé mais pourquoi tu l'expliques pas, toi? Puis il dit mais il n'y a personne qui explique aussi bien que toi. Puis en fait, ça m'avait un peu resté dans la tête. Puis étant donné que, en plus de métier, je suis enseignant, donc j'ai un peu l'habitude de toujours expliquer des trucs aux gens. Un côté pédagogue, quoi. Exact, ouais. Donc, ça m'a toujours un peu cliqué dans la tête. Et puis donc, après, je peux continuer sur la chaîne YouTube, mais sûr, ouais. L'idée un peu de la chaîne YouTube... Donc c'est en 2020 que tu lances ta chaîne YouTube. 2020, en pleine pandémie, en fait. C'est ça. Donc... J'étais à la maison. Nous, les enseignants, on devait faire des cours à distance. Et donc, je devais me filmer et tout. J'avais une vieille webcam sur mon ordi qui était dégueulasse. Puis je suis assez perfectionniste sur un peu la qualité du son et tout. Donc, assez vite, je me suis dit, mais je vais me prendre une belle caméra. Du coup, j'ai acheté une belle caméra. Puis je me suis fait un compte YouTube, alors pour mes cours. Donc vraiment, je faisais des résumés de chapitres sur des livres et tout. Et puis plutôt que de faire des cours en live où tu avais 20 élèves qui t'écoutaient pas et qui avaient leur caméra fermée de toute façon, moi, j'avais plutôt dire, écoute, je fais un cours d'1 heure, je le mets en ligne sur ma chaîne YouTube. Et puis vous allez répondre à des questions en commentaire. Et donc ça, c'était pas la chaîne On Joue-tu. Prof d'anglais. Prof d'anglais, ouais. Okay. Donc je fais de la littérature, on lit un livre, des trucs comme ça. Après, je me suis dit, j'avais tellement de temps libre à l'époque que je me disais, pourquoi pas aussi faire des vidéos-règles? Puis c'est parti là-dessus. Au début, je faisais vraiment que des vidéos-règles. J'avais 2-3 petites capsules où je faisais un peu des trucs humoristiques et tout. Mais à la base, c'était vraiment vidéo-règles. Et tu partais de ta ludothèque, du coup, au départ? Oui. OK. Oui, moi, c'était vraiment les jeux que j'avais chez moi, quoi. Ma première vidéo-règle, soit comment jouer à Catan, alors que je pense qu'en 2020, tout le monde savait déjà comment jouer à Catan. Donc ça, c'était assez marrant. Et puis, assez vite, j'ai eu une vidéo qui a fait pas mal de vues. C'était une vidéo-règle de Rallyman GT qui était sortie à l'époque. Puis j'avais eu le commentaire de l'auteur.
qui a dit « Ah, merci pour cette vidéo règle, machin. » Puis, alors, à l'époque, je me rendais pas compte à quel point c'est accessible, en fait, les gens du milieu du jeu de société. Donc, moi, je m'étais dit « Mais c'est fou qu'il ait vu ma vidéo. » Tu vois, vraiment. Comment il est tombé dessus? C'est ça. Et donc, ça m'avait un peu boosté. Puis après, ça a toujours un peu monté. Et puis jusqu'à ce qu'on arrive au podcast. Quoi. Et la période Covid, justement, au moment où tu as lancé ta chaîne, tu jouais avec qui pour le coup Avec ma femme. Elle aime dire qu'elle n'est pas joueuse, mais forcément, si tu es en couple avec moi, tu es joueuse. Donc, mais pendant le Covid, en fait, elle avait beaucoup de temps libre, elle aussi, donc ça ne lui dérangeait pas d'apprendre des règles. Parce que là, maintenant, c'est ça que j'ai un peu de la peine maintenant, c'est de lui apprendre des nouvelles règles de jeu. Ça la saoule. Maintenant, elle est plus à dire, j'ai mes 10 jeux que je connais. Si tu veux jouer à un de ces 10-là, ça me fait plaisir. Mais pendant le Covid, moi, j'achetais des jeux, puis je disais, je te le présente. Elle dit, c'est bon. Donc ça, j'ai joué énormément avec elle pendant le Covid. Puis là, du coup, je joue de moins en moins à la maison avec ma femme. Et alors, donc, au début, donc, ta chaîne YouTube, ça arrivait un peu par hasard. Et comment ça a évolué assez vite finalement? Tu t'es imposé finalement un rythme, tu t'es dit oui, je vais faire des chroniques particulières, etc. Comment ça a cheminé pour toi? Bon, alors moi, j'ai toujours tout mon contenu que moi je regarde, j'écoute et tout, c'est toujours en anglais. Donc moi, j'ai regardé beaucoup des chaînes YouTube anglophones. Et puis, j'avais regardé une vidéo, je me souviens plus c'était de qui, mais c'était un YouTuber qui disait voici les 5 steps to success. Tu vois, cette idée de si tu veux que ça fonctionne sur YouTube. Puis il y avait un commentaire qui vraiment m'avait marqué. C'était, il disait les gens ne se rendent pas compte à quel point être YouTuber, c'est pas une question de qualité, c'est une question de constance. Et puis, c'est vraiment, il faut que tu sois régulier. Même quand tu n'as pas envie de faire une vidéo, tu la sors. Il faut que ça devienne un rendez-vous un peu par semaine, quoi. Et donc, moi, j'étais vraiment régulier. Je faisais une vidéo par semaine. Même dans les débuts, j'en faisais 2 par semaine. Ça, c'était beaucoup trop. J'arrivais à un point où c'était chaque mercredi. Puis si je voyais le mardi que je n'avais pas encore fait une vidéo, j'étais hyper stressé. Puis ma femme, elle disait, mais c'est pas grave si ça sort dans la semaine prochaine. Puis moi, j'étais genre, non, il faut que ça sorte maintenant. Tu t'es imposé ça. Je me le suis imposé moi-même. Puis ça, j'ai tenu pendant les 2 premières années, en fait. J'avais toujours une vidéo à chaque semaine. Pour le coup, j'avais aussi mon pourcentage au travail qui était réduit, donc j'avais pas nécessairement... j'avais le temps de le faire. Maintenant, je ne l'ai plus, donc allez pas regarder sur ma chaîne YouTube pour voir s'il y a une vidéo à chaque semaine. Il n'y en a pas une à chaque semaine. Donc ça a un peu changé, ouais. OK. Et puis ça a changé aussi avec le fait qu'effectivement, tu as lancé le podcast donc 1 an et demi après, en gros. Là, c'est en septembre 2021, là, ça fait 3 ans. Comment tu es arrivé au podcast? Parce que aussi, ça a été des rencontres peut-être avec tes acolytes, là, Benji et David. Ouais, c'est clair. Comment ça s'est passé? Comment tu t'es dit, tiens, je vais faire du podcast? Moi, assez vite, je voulais faire un podcast. En fait, j'ai jamais voulu faire un truc tout seul. Bien sûr, pendant le COVID, on fait une chaîne YouTube, je vais être tout seul sur les vidéos. Mais j'ai toujours trouvé ça assez ennuyant, en fait, de parler à une caméra puis d'avoir aucune réponse. Donc moi, j'avais toujours voulu soit quelqu'un qui fait des vidéos avec moi, soit même quelqu'un qui a ses propres vidéos à lui, mais que je peux interagir avec ça. Et puis c'était assez dur à avoir en Suisse dans mon entourage. Mais j'avais rencontré Benji, donc par pur hasard. Moi, je suis assez le genre de gars qui va écrire sur un groupe Facebook, j'ai envie de joueur ce soir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est chaud pour jouer? Et puis en fait, Benji, lui, il est donc français à la base. Je me souviens plus exactement ça faisait combien de temps qu'il vivait en Suisse, mais il n'y avait pas non plus un énorme cercle de joueurs. Donc lui, il avait répondu à l'appel. À l'époque, on était un groupe de 4-5 personnes qui devaient se rencontrer pour faire des legacy. D'accord. Ces jeux un peu à campagne. Pour retrouver le temps de tout jouer avec le même groupe. Ouais. Et puis, en fait, à la dernière minute, les 3 personnes ont annulé. Et puis, du coup, il n'y avait que Benji. Puis Benji m'a écrit, mais est-ce que tu veux que je vienne quand même? On peut jouer à autre chose si tu veux. Puis en fait, quand il est arrivé à la maison, je me souviens déjà, ma femme a trouvé ça étrange que j'invite des étrangers à la maison, des personnes qu'on ne connaît pas, des inconnus. Et donc, elle était partie, je pense, avec des amis au resto. Et puis quand elle est rentrée, Benji était parti. Puis elle m'a dit, puis ça s'est bien passé. Puis je me souviens que je lui ai dit, j'ai l'impression que j'ai trouvé un meilleur ami, en fait. Vraiment, c'était un coup de foudre amical. Et puis... vraiment, la première partie qu'on a fait, mais on avait déjà un peu cette ambiance de on s'envoyait chier. Puis moi, je dis tout le temps, c'est mon langage de l'amour. Si je t'envoie pas chier, c'est pas bon signe, quoi. Vous avez joué à quoi? On a joué à Tekken You. Okay. Tekken You, parce que j'arrive pas à vendre ma boîte, alors que je joue plus. Hein. Mais à chaque fois que je regarde cette boîte, je me dis avec Benji, il faudrait qu'on garde, c'est anthologique cette sentimental. Boîte. C'est ça. Et donc, ça, c'était la première idée que j'avais eue. Après, j'ai dit, écoute, j'aimerais bien faire un podcast. Est-ce que toi, t'es chaud? Il m'a dit non immédiatement. Il a dit non, pas du tout. Moi, j'ai pas le temps. Lui, il a 3 enfants. Il est psychiatre, donc il travaille beaucoup. Et puis, donc, il a dit non, moi, j'arrive pas. J'arrive pas à te garantir 1 fois par semaine que je peux être chez toi. Donc là, j'ai un peu laissé tomber l'idée. Par pur hasard, il y a David qui m'a contacté en message privé sur Facebook parce que j'avais déjà fait une annonce dans une de mes vidéos YouTube de dire je cherche des collaborateurs. Mais c'était plus pour les vidéos. Et David, du coup, je le rencontre puis il me dit que lui, il était à une période de sa vie où il voulait se professionnaliser dans le monde du jeu, où il voulait trouver des trucs qui avaient un lien avec le monde du jeu parce qu'il vient plutôt du monde du marketing. Et c'est lui qui m'avait dit mais tu serais pas plutôt pour faire un podcast parce que moi, les vidéos, je suis pas très à l'aise d'être face cam, Exact. Ce que je comprends, il y a beaucoup de gens qui sont pas
à l'aise avec ça. Et puis en fait, j'ai dit, cool, moi je voulais faire un podcast avec un de mes potes, il voulait pas le faire. Donc là, c'était raccord. C'est ça, c'était clair. Et donc, la seconde que j'annonce à Benji, finalement, j'ai trouvé quelqu'un pour faire le podcast, d'un coup, il est devenu jaloux. Oh non, mais finalement, on pourrait pas faire une semaine sur 2? Parce que là, il me disait, j'arrive à te donner 2 soirs par semaine. Je pense que les 2 premières saisons du podcast, d'ailleurs, si vous allez les réécouter, c'est vraiment un épisode, c'est moi et Benji, l'autre épisode, c'est moi et David. Et donc, on avait cette petite dynamique-là. Et puis, je pense que, il y a beaucoup de gens qui nous l'ont dit, mais l'idée qui est à la base de l'idée à David, d'avoir dit, il faudrait qu'on fasse une fois les 3 dans la même pièce. Puis moi, je disais, mais ça va faire long. À l'époque, les épisodes, ils duraient 1 heure. Puis moi, je disais, c'est long quand même. Et donc là, on a fait un épisode à 3, puis il y a vraiment une dynamique qui s'est créé de malade puis qui tient jusqu'à encore aujourd'hui. Donc, on sent qu'il y a vraiment une osmose entre les 3. Enfin, ça fonctionne vraiment. C'est clair. Et puis, je trouve qu'on amène tout quelque chose de différent, en fait. Il n'y a personne qui fait doublon à quelqu'un d'autre. Donc, puis ça paraît, je veux dire, si vous voyez maintenant les épisodes où il y en a un qui n'est pas là, il y a un truc qui manque, on dirait. Vraiment. Donc, vous rebondissez vraiment les uns sur les autres. C'est fun. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'émission, tu peux nous raconter un petit peu c'est quoi les temps forts de cette émission? Les temps forts, donc genre mes meilleurs moments du podcast. Quoi. Avec des super jingles. Écoute, là, on a fait. Le dernier épisode qu'on a fait, c'était un peu pour fêter nos 3 ans. Parce que ça fait. C'était, je sais plus, le 6 septembre que ça faisait donc 3 ans qu'on avait fait le premier épisode. Moi, j'ai nommé que un de mes moments clés, c'est quand on est allé chez Bruno Catala. Donc, lui, il nous a invités chez lui pour qu'on enregistre là-bas. J'avoue que ça, c'était un moment assez marquant pour moi parce que avant ça, j'avais toujours un peu l'impression. Déjà, on faisait des interviews surtout par Skype. Puis, il y a un côté où c'est un peu. Je sais pas, t'arrives pas à vraiment avoir cette intimité, en fait. Je vois tout à fait. Exact. C'est pour ça que je préfère les interviews live. C'est largement. Clair, Après, nous, étant donné qu'on est en Suisse, c'est plus compliqué. C'est plus rare qu'on va avoir l'occasion de voir ces gens-là. Mais pour le coup, Bruno, il vit pas trop loin. Et donc, on est allé chez lui. Puis j'avais vraiment ce truc de. En plus, c'était un des premiers auteurs que j'ai un peu reconnu son nom. Lui et Boza, c'était un peu les 2 premiers. Donc, je pense que je peux déjà l'annoncer que le moment où on va éventuellement avoir Boza sur le podcast, parce que c'est un plan, bien sûr, je pense que ça va être un moment fort pour moi parce qu'il y a vraiment ce truc un peu mythique du personnage. Là, c'est un peu le fanboy aussi. C'est clair. Un peu tremblotant. Oui, déjà chez Catala, moi, c'est un des rares épisodes où tu m'entends être stressé, en fait. Tu vois, au début, j'arrêtais pas de dire Monsieur Catala, puis il dit, mais arrête, c'est Bruno, toi. Ça, c'était un gros moment pour moi, je trouve. Et sinon, si j'avais à en dire un autre, peut-être celui qu'on a fait récemment avec tout le monde dans le musée du jeu, quand on avait justement donc Monsieur Fall, Marc Nunez, Seb Pochon, toute son équipe, Fred Henry. Donc, c'était plein de gens du milieu du jeu autour d'une table comme ça. Des années d'expérience, des années qui sont là. Donc ça, j'ai trouvé ça assez fort. Malgré le fait que j'avoue que moi, je les connaissais un peu moins. Benji était vraiment aux anges parce que c'était tous des gens que lui, il appréciait. Mais j'ai quand même trouvé qu'il y avait un truc genre... On n'est plus le petit podcast qui enregistre tout seul à la maison. Il y avait vraiment un truc plus professionnel, quoi. Ouais, c'est tout à fait, ouais. Même si c'était un petit peu chaotique, parce que 10 autour de la table avec 3 micros, ça c'était tendu. Quand ils m'ont annoncé ça, il va y avoir 10 personnes. J'ai dit, mais on a 4 micros, les gars, on fait comment? Mais en fait, heureusement qu'on n'avait pas 10 micros, parce que tout le monde se serait coupé la parole tout le temps. Et on peut rappeler quand même les rubriques phares du podcast. Donc, on a effectivement les financements participatifs. Oui, ça, c'est Benji qui s'occupe de ça. On a les news de David. Les news de David, voilà. Ça, c'est encore une fois... En fait, ce que j'ai aimé, c'est que ça a toujours été eux qui voulaient leur propre segment. C'est pas moi qui leur imposais rien. David, il adore un peu suivre l'actualité. Donc, ils ont tous un peu leur petit segment. Après, on avait à l'époque des thématiques. Vraiment, on essaie d'avoir comme... Aujourd'hui, on va parler de est-ce que c'est important de gagner un jeu, tu vois? Et puis là, on essaie un peu de s'en sortir parce que des fois, on a trouvé sur des épisodes qu'on se forçait à rester dans la thématique alors qu'on avait envie de parler d'autre chose. Donc maintenant, on se laisse un peu aller puis on va voir ce qui sort. Puis bien sûr, on a toujours un petit top 5 à la fin. Oui, avec des top 5 improbables par moment. Oui. Alors, nous, on est très fiers de dire qu'on a les top 5 les plus chaotiques de l'histoire des top 5 parce que des fois, il y en a un qui part sur autre chose, ils n'ont pas compris le thème. Avec des mentions honorables tout le temps. Oui, c'est clair. Donc, c'est un peu devenu notre marque de commerce, quoi. Oui, mais ça vaut toujours le détour. Ouais. Et en tout cas, c'est vrai que ça donne le sourire. Enfin, voilà. Moi, j'écoute le podcast en conduisant et souvent, je me marre bien. En fait, c'est un retour qu'on a beaucoup de gens qui nous disent on dirait qu'on est avec des potes. Il y a un peu ce truc on dirait que tu es assis à la table avec nous pendant qu'on s'envoie tout chier. Tu vois. Alors, ce qui est chouette, c'est toute la communauté que vous avez créée autour aussi du podcast. Parce que du coup, vous avez lancé assez vite un Patreon, je crois. Donc, c'est encore un conseil que j'ai eu des chaînes anglophones. Tu vois, parce que c'est vrai que Patreon, c'est pas un truc très français. C'est pas français, pas du tout. Même la plateforme n'existe... elle existe qu'en anglais, je crois. Oui, c'est ça. C'est quoi le principe, tiens, d'ailleurs? De Patreon? Ouais. En fait, moi, je voulais vite créer une façon d'interagir avec nous. Mais bien sûr, si tu ouvres une plateforme d'interaction comme ça avec les gens, ben, ça peut vite être floodé de gens qui viennent juste pour dire un message, qui participent plus. Puis nous, on voulait vraiment créer cet aspect de... Si tu es dans ce groupe, c'est que on va prendre le temps de te répondre, on va prendre le temps de prendre soin de toi, en fait. Vraiment cette idée communautaire.
Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de mettre le plus haut palier sur mon Patreon, parce que c'est par palier, c'est du financement par palier. OK. Le plus haut palier, j'ai dit, ben, écoutez, si vous voulez avoir accès au Discord, c'est le plus haut palier. Il y a des gens qui nous ont dit, ça fait un peu élitiste, ça fait ci, ça fait ça, mais moi, je trouve que c'est la seule façon que j'ai de garantir que les gens qui vont venir de ce Discord, c'est des gens qui veulent y être et qui veulent participer, donner du leur. Et ça se voit, parce que déjà, récemment, on a eu un festival en Suisse que David a organisé avec le Musée du jeu. Et le nombre de bénévoles qui étaient là, qui étaient donc tous des membres de la communauté On Joue Dessus, c'est tous des gens maintenant qui sont entre eux amis, qui se voient hors du podcast. Puis ça, en fait, c'est de loin ma plus grande fierté. C'est ce que j'allais dire, ouais, ça doit être c'est super satisfaisant. C'est ça. D'avoir contribué à se faire rencontrer les gens. Oui, quoi. oui, oui. Toi, de savoir, ben, toi, on a Mims qui maintenant rejoint le podcast, qui, elle, a une de ses meilleures amies maintenant, qui est une fille qu'elle a rencontrée à travers la communauté On Joue Dessus. Moi, il y a un truc, quand on fait des soupers On Joue Dessus, puis on a 20 personnes autour de la table, puis je regarde Benji, puis je dis, mais tu te rends compte, c'est un peu grâce à ce qu'on a fait que ces gens-là ont juste eu l'opportunité de se rencontrer. Bien sûr, le reste, c'est le chemin, c'est eux qui le font. Mais moi, c'est vraiment le truc que je suis content de donner ces opportunités-là à des gens, même si c'est sur une échelle microscopique, tu vois. Donc, et ça, donc, c'est essentiellement des gens de Suisse, du coup, ou un petit peu partout? Non, on a beaucoup de Français aussi. Et puis, bon, on a aussi des Québécois. Ce que je trouve dur avec ça, c'est que c'est dur pour nous de les inviter à des soirées jeux, des trucs comme ça. J'essaie à chaque fois quand je vais au Québec de faire des journées jeux avec les joutus là-bas. Mais c'est majoritairement, je dirais, 40% Français, puis l'autre 50%, c'est des Suisses, quoi. Donc là, la communauté, elle est à combien de personnes à peu près? Alors, sur le Patreon, on a 150 membres. Au plus haut palier, donc dans le Discord et tout, ce qu'on appelle nos joutus, on était 70, je pense, environ. OK, ouais, ça fait déjà une belle communauté. C'est vrai Ouais, qu'en 3 ans, vous pouvez être vraiment fiers de ça. Ouais. Oui, oui. Et puis, on en parle, bien sûr, chaque année, situation financière, des trucs comme ça, mais on a un peu comme notre famille maintenant. On a ce groupe de... On les croise, puis on est tellement content de les voir en festival, des trucs comme ça. Donc, Et donc, on peut dire qu'effectivement, tu parlais de Mims, qui maintenant anime aussi les mini-zodes. Donc ça, c'est une semaine sur 2 avec l'émission. Exact, ouais. Qui permet de mieux connaître, justement, les membres des joutus. Ça, c'est chouette aussi. Ça crée du lien d'autant plus. Ouais. Et donc ça, c'est elle qui a repris maintenant depuis 2 épisodes, 2 mini-zodes. Avant, c'était moi qui les faisais, mais là, j'ai plus le temps. Étant donné que je suis retourné travailler à 100%. Donc, c'est elle qui s'en occupe. Et de toute façon, elle fait ça mieux que moi. Donc, on peut parler statistiques un petit peu? Où t'en es entre la chaîne YouTube et le podcast? Même si la chaîne YouTube, comme tu disais, tu la laisses un petit peu de côté, mais bon, on peut pas être partout. Moi, j'essaie de même plus me fier aux statistiques que j'ai sur YouTube parce que sinon, je vais arrêter complètement. Tu vois, il y a ce truc où j'ai l'impression que je parle pas à beaucoup de gens, j'arrive pas à les rejoindre là-dessus, mais j'essaie tout le temps de me dire, il faut que je le fasse pour mon plaisir à moi. Et puis ça, je l'ai encore pour le moment. Quand je fais des vidéos, je suis toujours content de les faire. Maintenant, les vidéos que j'ai qui tapent le plus, on est plus sur des 2000 vues. À l'époque, quand j'étais un peu dans mon pic YouTube, j'étais plus à 4-5 000. Mais voilà, donc pour YouTube, on est comme ça. On est à 7600 abonnés, je crois, sur la chaîne YouTube. Ouais, c'est ce que j'ai regardé, c'est ça, a priori. Aussi, Et 314 vidéos, a priori. Ouais, 314 vidéos. Et podcast, ça, ce qui est cool, c'est qu'on voit toujours une progression. Donc ça, c'est hyper gratifiant pour nous. Puis ça montre que ça fidélise les gens, qu'on continue. C'est un peu un gage de qualité que je pense que le jour où ça va commencer à redescendre, on va dire peut-être qu'on devrait changer des trucs. Mais pour le moment, on est aux alentours de 4000 écoutes par épisode. Ouais, ce qui est quand même très, très bien. Oui, et en plus, on fait un épisode par semaine. C'est parce que ça aussi, des fois, on dit à des éditeurs 4000 par épisode, OK, mais si vous faites à chaque 6 mois. Non, nous, c'est à chaque 2 semaines. On a un épisode officiel et ensuite, il y a les mini-zodes entre deux. Ouais, on est hyper content de la progression du truc. Quoi. Ouais, et puis c'est motivant si effectivement ça ne fait qu'augmenter. Ça met en confiance, quoi. Je veux dire. Puis des fois, on a des gens qui nous découvrent maintenant et puis qui disent mais je me retape tous les épisodes depuis la courageux, là. C'est courageux. Plus ça va, plus c'est long, quoi. Oui, mais les émissions durent 2h30 maintenant. Ouais, c'est clair. Et alors, j'imagine ta réponse, mais quel est ton média préféré maintenant? Clairement le podcast. Ouais. Clairement le podcast parce que, en fait, c'est même pas une question de c'est audiovisuel ou. Non, je suis avec mes potes, quoi. C'est ça que je trouve fun, en fait. C'est quand je suis avec David et Benji, en fait, j'ai pas l'impression que je dois travailler. Alors, quand je fais une vidéo YouTube, il y a quand même un petit côté où je fais attention à ce que je dis, il faut que ce soit propre, il faut que je sois sûr que mes cheveux soient bien peignés. Tu vois, il y a un truc, c'est... Ouais, c'est un peu plus contraignant. C'est ça. Exemple, quand on fait les rares fois, on fait des lives. Moi, j'adore, tu vois, même si c'est filmé, c'est sur YouTube et tout, mais c'est encore une fois, c'est parce que je suis avec mes potes et puis on se mord, quoi. Ouais, vous prenez beaucoup de plaisir. Oui, à fond. Ouais. Je pense que le jour où on prend plus de plaisir, on va arrêter, hein, c'est vrai. Parce qu'en plus, toi, c'est assez contraignant, surtout pour les deux autres qui ont une famille et tout. Ça me ferait vraiment de la peine d'entendre des gens dire on dirait que vous n'aimez plus ça, tu vois. Mais vous arrivez à vous garder des soirées jeux, justement, aussi? Si,
Maintenant, Benji il a justement réussi à se libérer une soirée par semaine. Donc, la semaine où il y a les minisodes, nous, on joue souvent ces semaines-là. Parce que c'est vrai que c'est aussi ça qui est contraignant quand on crée du contenu. C'est que faut trouver le temps de jouer. Parce que pendant qu'on crée le contenu, on joue pas. Puis surtout, là, maintenant, on est tellement content de se voir. Des fois qu'on se dit pas, on arrête de parler, il faut jouer. Donc, on cause. Il est rendu 11h. Ah, mais on voulait jouer à 100 Corée. Ouais, peut-être que c'est compliqué. C'est ça. OK. Et alors, maintenant, comment tu es venu à la création? Parce que ça aussi, c'est une étape. Il faut se dire, voilà, j'ai une idée de proto, je me lance. Il y a le déclic à un moment donné. Comment c'est arrivé pour toi? Moi, ce qui est marrant, c'est que, et j'en ai déjà parlé, je pense, j'avais fait un épisode du podcast avec Ben et Lily des Recettes Ludiques, qui sont devenus des bons potes à moi, mais c'était une des premières fois qu'on parlait ensemble. Puis moi, je leur avais dit, vous trouvez pas ça drôle que, aussitôt que tu es un peu fan de jeu, tous tes potes qui sont pas dans le monde du jeu disent, mais tu vas créer des jeux? Tu sais, comme si c'était une évidence. Puis moi, ça me saoulait. Vraiment, j'aimais pas ça quand les gens disaient ça. Puis je disais, non, mais c'est dur, tu sais, il faut avoir des idées. Moi, je suis pas du tout créatif. Et puis en fait, une fois, j'avais eu une idée pour un jeu, mais un truc hyper banal, mais c'était juste que je me disais... Alors moi, j'avais joué à beaucoup de trucs, puis j'ai dit, j'ai jamais vu ça, cette idée-là. Et puis donc, j'en avais parlé avec les gars, puis ils disaient, ça pourrait être marrant et tout. Et puis, c'était pendant l'été, donc moi, j'avais mes vacances d'été en tant que prof. Donc j'avais un peu de temps, j'ai dit, écoute, je vais essayer de faire un proto. Puis à la base, le jeu qui maintenant est devenu Dracor, que j'ai donc pas Naishi. C'est mon premier proto. Oui, mon premier proto, mon plus gros jeu. Mais à la base, c'était un petit jeu de cartes avec la thématique de l'école. Ce que tout le monde trouvait chiant. Parce que tout le monde disait, on veut pas faire un jeu à l'école. On n'a pas envie de retourner à l'école. Et puis, je l'avais montré à Seb Pochon, qui est devenu un bon pote aussi. Et puis lui, il était genre, mais c'est pas du tout fun, en fait. Ça marche pas, ton jeu. Puis, donc, j'avais un peu envie de tout laisser ça là. Puis, encore une fois, Benji vient sauver la journée. Parce qu'en fait, Benji, il avait vu une annonce de Greux Games qui proposait un bootcamp pour si tu as un proto, puis tu veux un peu voir comment ça fonctionne et tout. Donc, j'étais allé avec mon proto à ce moment-là. Là, j'ai rencontré plein de gens qui étaient comme moi, en fait, dans cette ambition de j'ai envie de peut-être prendre mon proto puis le rendre plus loin. Autour de moi, il n'y avait personne qui voulait créer des jeux. Donc, et toi, tu te sentais un peu tout seul là, à fond, dans la démarche. 100%. Et puis, c'est dur de... Mais justement, si les gars ils viennent jouer à la maison, ils veulent pas prendre 2h30 pour essayer un vieux jeu qui est pas fini. Ils vont pas le dire, mais c'est clair que tu as cette pression de dire je veux montrer un truc qui est bien, mais tu n'as pas le choix de passer par l'étape où il est pas bien, en fait. Tout à fait. Puis tu es obligé de recevoir des critiques du genre c'est pas fun, je me suis pas amusé, c'est ennuyant. Ce qui était cool, vraiment, on a fait un week-end complet où on était en train de créer des trucs. Moi, je monte mon proto, il y a quelqu'un qui dit ça c'est nul. Du coup, on est dans une autre salle, tu le changes, tu reviens, tu le refais tester. Donc c'était hyper instructif. 48 heures à fond, c'est ça, sur la création de jeux. Et puis il y avait Théo Rivia, il y avait Johannes Goupy, il y avait Flo, toute l'équipe de Greux Games. Flo et Céline de Greux Games. C'est ça. Donc, tu avais vraiment toute l'équipe. Valérie Nollet aussi, sans doute, en graphisme. Aussi, et puis toute l'équipe, quoi. Oui, donc ça a nourri ça. Ça a nourri pendant 2 jours. Et puis, c'est là que j'ai rencontré Alex. Alex Fortino, donc Alex co-auteur. Fortino, co-auteur de Naishi. Et puis, c'est juste là que j'avais mon idée de proto. Et puis, il y a un truc qui m'avait vraiment saoulé, c'est que j'avais entendu Flo dire mais il faut se dire que votre premier proto, vous n'allez jamais le signer. D'accord. Il y a un peu ce truc de il faut qu'à un moment, tu le laisses tomber. Puis, avec ce que tu vas récupérer de ça, que tu vas faire ton deuxième jeu. Et puis, moi puis Alex, d'ailleurs, on a un peu ce challenge de se dire, on essaie quand même de sortir notre premier proto. Alors, lui, il y en a un qu'il essaie encore, il le tourne d'ailleurs ici à Vichy. D'accord. Il a encore de la peine à le signer. Et puis moi, Dracor, je sais toujours pas si un jour il va sortir. Mais voilà, donc c'est là que j'ai vraiment eu... Parce que c'est pas évident, je pense, de lâcher son premier truc. C'est vrai que j'en avais discuté aussi avec des éditeurs, et c'est vrai qu'on a tendance à rester focus sur un truc, rester bloqué. Donc toi, il a fallu vraiment te dire, je l'oublie, je le mets de côté. Ouais. Et puis, en fait, Naishi, à la base, est une... j'ai réutilisé une mécanique qu'il y avait dans Dracor que j'arrivais pas à... Donc c'est laquelle, alors? C'est en fait, c'est les les 5 cartes qui sont bloquées. Dans Dracor, c'est 5 tuiles qui sont bloquées. Selon où ils sont placés, ça fait des différents points. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais dans Dracor, mais moi, c'était un principe où tu avais une tuile sur un paravent, un genre de truc comme dans Navelier, justement, quand tu tiens tes cartes. Puis j'avais mes tuiles comme ça, et en fait, de rentrer une tuile dans ton jeu, ça faisait glisser toutes les autres, ce qui changeait leur valeur et ce qui faisait tomber une tuile au bout. Bref, cette idée-là, j'ai vu Alex à PEL l'année d'après. Puis je lui ai dit, mais est-ce que tu penses qu'on ne pourrait pas faire un genre de jeu familial avec cette mécanique-là? Parce que c'est le truc, dans tous les retours que j'ai eus pour le jeu, c'était toujours positif, c'était ça. Tout le monde disait, mais ça, c'était cool, ça. Voilà, à la base, c'est plus du tout ça, en fait, Naishi, mais tu as quand même l'idée des 5 cartes, pour le coup, maintenant, qui sont bloquées. Donc ça vient vraiment du bootcamp et tout. C'est drôle parce que j'imagine d'ailleurs que tu as préparé cette question. Donc, au pire, tu me couperas au montage. Mais la question, alors, tu vois, c'est quoi tes prochains projets? C'est quoi ton... J'ai aucune ambition de faire ça de mon métier, de devenir auteur de jeu. Moi, je voulais peut-être, 1-2 trucs sortis parce que ça va me faire plaisir. Mais ça prend beaucoup de temps, en fait. Pas nécessairement d'avoir l'idée.
Ce qui prend du temps, c'est de les tester, de les faire. Aussitôt que tu as une modification à faire, il faut que tu le refasses, machin. D'ajuster. Et puis, je pense que ça prend de la place dans la tête en ouais. permanence un peu. C'est clair. Donc, tu rencontres Alex Fortino au bootcamp. Donc là, on est à quelle période à peu près? Le bootcamp, c'était il y a 2 ans maintenant. C'était au mois de décembre, je crois, il y a 2 ans. Quand vous avez décidé de travailler ensemble, justement, vous dire, bah voilà, on abandonne peut-être chacun nos protos et on bosse ensemble. À PL l'an dernier, j'avais vu pas mal de gens de ce bootcamp-là, parce que alors il y a Alex, mais il y a aussi beaucoup d'autres avec qui je m'entends très bien. Et puis je leur ai demandé, est-ce que vous voulez tester Dracor? Parce que j'avais un proto plus avancé. Et donc il y avait Alex qui voulait l'essayer. On était 4 autour de la table. Et puis après, on est allé au bar et puis on a causé. Moi, je me suis toujours assez bien entendu avec Alex. Donc, on parlait de tout et rien, puis il me demandait, puis est-ce que tu penses que tu vas le signer et tout, puis j'avais plus beaucoup d'espoir. Puis j'ai dit, mais il faudrait qu'on trouve une façon de faire ça, machin. Puis en fait, je faisais juste parler à voix haute sur mes idées. J'avais pas l'intention de travailler avec Alex. Puis en fait, je me suis rendu compte, quand je prenais le train en rentrant chez moi, que je me disais, mais en fait, il m'a écouté tout le long, puis il m'a apporté 2-3 petites idées, puis j'aimais bien sa façon... il est très calme et posé, Alex, ce que moi, je ne suis pas du tout. Moi, je suis un peu partout. Vous allez l'entendre, c'est ça, c'est clair. Mais vous le voyez sûrement, vous l'entendez dans ce podcast, que j'ai tout plein d'idées, j'ai envie de tout dire. C'est ça que j'ai aimé chez lui, c'est qu'il m'a écouté. Il a dit, ouais, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Puis, tu sais, il me disait vraiment des trucs cash, genre, ça, c'est nul. Ça, c'est bien. Et puis, donc, je lui ai proposé, je pense, une semaine après, je lui ai écrit, je lui ai dit, tu sais, cette idée que j'avais, est-ce que tu veux le faire avec moi? Et puis, donc, on a commencé à bosser dessus. Et puis, entre le moment où je lui ai proposé, on était rendu, je pense, mois d'août. Après ça, on a signé au mois de décembre. Donc, ça s'est fait hyper rapidement. Ça se fait hyper vite, ouais. Donc, et en puis, le jeu année, sort en septembre, quoi. Ouais, donc, c'est fou. Alors, avant de venir justement à toute cette phase de développement et tout ça, peut-être un pitch rapide de Naishi. Les auditeurs n'auront peut-être pas encore le jeu en tête. La façon la plus simple que moi, j'allais l'expliquer, c'est un mix entre Fantasy Realms et Scout. Cette idée de tu peux pas réorganiser ta main, tu as des conditions de si tu as telle carte, tu as envie d'avoir l'autre carte et tout. Mais plus concrètement, on a un tableau de 10 cartes, donc tu en as 5 qui sont posées devant toi, de gauche à droite, et 5 dans la main. Il faut imaginer que celle qui est à gauche dans ma main, elle va être adjacente à celle qui est à gauche sur ma ligne une fois que je vais les poser. Et donc, tout simplement, le jeu... En fait, les règles, moi je dis tout le temps, nous on dit que c'est un jeu initié, mais les règles sont hyper simples. À ton tour, tu prends une carte depuis la rivière, il y a 5 pioches, donc ils vont s'enligner avec justement ces 5 cartes qu'on a posées. Et donc, à mon tour, je suis obligé de prendre une carte de la rivière. Si je prends celle qui est au milieu, ben, je dois soit remplacer celle qui est au milieu dans ma ligne ou au milieu dans ma main. Et c'est tout. Ça, c'est le tour à mon adversaire. Bien sûr, on commence la partie avec les pires cartes possibles pour essayer d'améliorer notre terrain. Après, on a des petits émissaires, donc des petits jetons qu'on va mettre sur un plateau qui vont nous permettre inverser la position de 2 cartes, qui vont permettre aussi de virer, si on n'est pas content avec le choix sur les pioches, on peut dire on en enlève 2 et tout. Puis donc, c'est très interactif en fait parce que chaque fois que moi je prends une carte d'une pioche, ça change les choix que toi tu auras à ton tour. Donc, toutes nos décisions qu'on prend impactent l'autre joueur. Parce qu'on ne l'a pas dit, mais c'est un 2 joueurs. Donc c'est un jeu de duel. Et puis nous, on s'est fait la remarque, c'est triste parce qu'avec tous les jeux de duel qui sortent cette année, on ne pourra pas sortir dans 4 ans un Naishi duel. Non, pour le coup, parce qu'il y a déjà duel. Et ben, tu feras un jeu par équipe. Ah, c'est ça. Ah, peut-être. Oui, et puis ce qui est intéressant, c'est chaque personnage, effectivement, ou type de carte, score d'une manière particulière avec des contraintes de placement ou des interactions entre d'autres cartes. Exact, c'est là, en fait, que c'est initié, en fait. Parce qu'il faut vraiment se creuser les neurones. Oui. Donc c'est là que je dis que pour moi, c'est un jeu hyper simple dans les règles, mais dans le savoir ce que je dois faire à mon tour, c'est compliqué. Il y a un terme en anglais, on dit « easy to learn, hard to master ». C'est cette idée de, tu vois, je te l'enseigne en 2 secondes, mais de savoir quoi faire, ça, c'est plus compliqué. Puis ça, c'est des jeux que j'aime beaucoup en général. C'est des trucs... Oui, et puis où il y a effectivement du coup, une progression. Au fil des parties, on ne fait que s'améliorer, forcément. Alors, c'est le cas de beaucoup de jeux, mais c'est vrai que c'est vraiment le sentiment. Quand vous avez travaillé, vous, sur le développement, en plus, vous avez trouvé un éditeur. Tu me raconteras après comment vous avez trouvé l'éditeur. Et la thématique est arrivée assez vite aussi. Tu peux me parler un petit peu de ce moment entre août, où vous décidez de bosser ensemble, et décembre, où ça signe, quoi. Ouais. Alors, il y a plusieurs étapes dans le game design. Au début, c'était vraiment, on était assez rapide à dire on imprime le proto, on l'essaye. Donc, on jouait. Alors, à la base, c'était pas du tout un jeu de joueurs. C'était un jeu quasi de draft, en fait. Moi, j'avais cette idée de dire, tu as les 5 cartes, tu en prends une, tu la poses sur ta ligne, puis tu passes la main à ta gauche. Forcément, tu dois prendre, si je prends la deuxième, je dois la mettre en deuxième position. Donc ça, c'est resté, c'est le seul truc qui est resté du premier proto. C'est Alex qui a d'ailleurs dit, je pense qu'il faudrait y mettre une thématique. Parce qu'au début, c'est vraiment des chiffres et des couleurs, un peu à la Uno, quoi. Ouais. Et c'est lui qui a dit, je pense que mettre une thématique, ça pourrait aider de dire tel truc à côté de tel truc, logique de vouloir les mettre un à côté de l'autre. Par exemple, dans le jeu officiel, on a un moine qui veut être à côté d'un site religieux, ça fait du sens. Et c'est lui, déjà, dès le début, en fait, sa première idée, c'était...
voilà, on fait Japon féodal. Oui, puis ça facilite tout de suite la lecture. Exact. C'est évident. Et puis ça fait tout de suite plus initié aussi. En général, Ouais. quand tu as ce thème japonais, ça fait un peu geek. Et c'est quelque chose que les joueurs aiment. Donc c'était vraiment son idée. C'est lui qui a pensé à ça. C'est lui qui a fait les premières cartes qui étaient toutes donc illustrées par lui. Lui est allé à un festival parce qu'ils sont tous, donc toute l'équipe de Naishi est breton, sauf moi. Puis je sais que j'en offusque certains parce qu'apparemment il y a une guerre entre Rennes et Nantes, je sais pas trop quoi là. Ah oui, ouais, effectivement. Est-ce que Exact. Donc voilà, mais ils viennent tous de soit Nantes ou Rennes ou cette région-là. Oui, la Loire-Atlantique, la Bretagne. Exact. Alex est allé dans un festival juste pour un peu pitcher le jeu et puis avoir des retours de joueurs. Ben, il y avait Benjamin et Thierry qui sont donc de Merle Édition, qui s'étaient pas du tout annoncés comme éditeurs, vraiment juste comme des joueurs. Ils voulaient jouer au jeu. Puis à la fin du jeu, c'est là qu'ils ont sorti un peu leur carte d'affaires en mode on est éditeur, on est assez intéressé par ton jeu. C'est presque mieux parce que du coup, ça permet aussi de vraiment expliquer le jeu sans stress non plus, j'imagine. Exact, ouais. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il a dit, OK, on peut en reparler et tout. Mais à l'époque, il faut savoir que Merle n'avait rien de sorti, en fait. C'était une nouvelle maison d'édition. Donc, quand Alex il m'a dit ça, moi, j'étais comme, OK, c'est cool. Mais c'est vrai que, bon, forcément, on essaie de viser les plus gros en premier. Tu te dis, mais ça, en plus, quand tu as confiance au jeu, à ce moment-là, à cette version du proto-là, on n'avait que des bons retours. Tout le monde nous disait c'est trop bien et tout. Donc, nous, on était rendu au mois de novembre. On visait Cannes. Vraiment, on se disait on va faire des rendez-vous avec tous les plus gros et tout. Et donc, quand il m'a dit ça, hey, Merle, ils veulent signer avec nous. J'ai dit Merle, c'est quoi Merle? J'ai jamais entendu parler de ça. Pour le coup, on a appris par après que Benjamin, en fait, l'éditeur de Merle, quand il est rentré chez lui, en fait, il a recréé les cartes. D'accord. Donc, il a recréé les cartes pour pouvoir y jouer avec sa femme parce qu'il était tellement fan. Et donc, lui, il était vraiment au taquet. Il a été très insistant. Il n'arrêtait pas de revenir vers nous, de dire vraiment, je pense qu'on peut faire un truc cool et tout. Moi, j'ai 2-3 personnes dans le milieu du jeu que j'ai pu en parler avec. J'en ai parlé avec Seb, j'en ai parlé avec Bruno, de dire je fais quoi? Est-ce que je signe avec le petit, puis je prends un risque que peut-être qu'ils vont faire n'importe quoi, ou j'attends peut-être d'avoir un plus gros et tout. Mais qui peut être un peu plus noyé dans une base de sortie aussi. Ouais. Exactement. Puis en fait, nous, ce qui nous a surtout poussé. Alors nous, on est tellement contents d'être allés chez Merle, on est vraiment contents du jeu. L'argument qui nous a fait basculer, c'est vraiment, lui, il nous promettait, ça sort en 2024. Ce qui pour nous, on disait, après, ça va pouvoir nous aider pour nos autres protos, notre ci, notre ça, on avance dans la vie, quoi. Je pense qu'après un mois de développement, avec Alex, on s'était appelé en privé, puis on a dit, on a vraiment bien fait signer, parce qu'on voyait à quel point ils travaillaient fort. Ils allaient au taquet, forcément. Ils étaient au taquet, mais ils n'ont pas le choix, en fait. Bah ouais. Le jeu doit sortir, il doit faire de l'argent, parce qu'ils ont des salaires à payer. Donc, on savait que ça allait bien marcher. Tout ce qui est illustration, encore une fois, c'est Alex. Parce que lui, en fait, il connaissait Marine, donc Marine Le Scout qui a fait les illustrations. Pas qu'il la connaissait, mais il la suivait sur Instagram parce que c'est une amie d'une amie de quelque chose. J'ai pas suivi trop ce qui se passe là-bas, mais c'était donc l'amie d'une connaissance. Elle avait fait un projet à l'école sur illustrer un jeu de société, mais qui n'existait pas en fait. Donc elle a fait une couverture pour un jeu, elle a fait les cartes et tout, alors qu'il n'y avait pas de jeu en fait. C'est vraiment juste, elle a fait comme si c'était une illustration de jeu. Donc on avait vraiment déjà un style en tête, et puis on trouvait que ça faisait très adulte, très mature. Et puis on se disait, mais ça pourrait aller bien pour notre jeu initié et tout. Donc c'est un peu là-dessus qu'on est parti. Et puis Alex, il a simplement proposé à Benjamin et Thierry, surtout Thierry qui s'occupe du côté graphisme chez Merle. Et donc lui, il l'a contacté, puis ça s'est fait assez vite en fait. Donc en fait, c'est le premier jeu de tout le monde en fait. Premier jeu, alors pas de Merle. Pas de Merle. Parce que Merle, ils ont sorti Talk Chocotte juste avant, donc au mois de juin. Ouais, c'est ça. Petit jeu familial plutôt. C'est ça, donc presque du coup, parce qu'ils avaient signé plus ou moins leur premier jeu pour le coup avec vous, mais ils ont sorti un autre avant. Ouais, mais en tout cas, pour toi et Alex, c'est un premier jeu, et donc pour l'illustratrice Marine, pareil. Pareil. D'accord, donc c'est plutôt un bon combo. C'est cool, ouais. On est tous hyper contents. Et puis ce qui est aussi marrant, c'est qu'étant donné que Marine n'est pas vraiment dans le milieu du jeu, elle se rend pas compte que pour l'instant, il y a un beau buzz autour du jeu. Elle pense que c'est normal, que c'est toujours comme ça. Puis je dis, mais une grosse partie, c'est ses illustrations. Les gens, ils nous disent tout le temps, mais la couverture, le ci, le ça, c'est un jeu qui claque visuellement. C'est vrai. Puis ça aide. Bien sûr, nous, on croyait dans le jeu de base, mais s'il n'y avait pas ces illustrations, s'il n'était pas belle, peut-être qu'il y aurait des gens qui ne seraient pas attirés vers ça. Donc, Oui, bien souvent, c'est vrai qu'on est déjà parfois attiré par une boîte, effectivement. Et après, s'il y a le deuxième effet qui se coule, où on est super content de l'expérience de jeu qu'on a eue, c'est gagné, quoi. En tout cas, une première expérience qui est quand même assez fructueuse et assez vite. Tu as été surpris, toi, par cette rapidité, justement? La rapidité de la création? De la création, de l'édition, tout derrière, que le produit arrive assez vite sur le marché. Surpris, non, parce qu'en fait, c'est ce qu'on nous avait promis. Donc, je m'attendais à ça. Mais je me rends compte maintenant que c'est pas donné, en fait. Parce qu'il y a des gens, en fait, qui m'ont dit, mais quoi, t'as signé ça il y a un an? Je pense que c'est pas quelque chose qui arrive souvent dans le milieu du jeu. Donc, je pense que c'est clairement quelque chose que ça pousse les gens à peut-être vouloir signer chez des petits. Parce que tu as vraiment ce truc de dire, des petits éditeurs, ils vont tout donner sur ton jeu parce qu'ils peuvent pas se permettre qu'il marche pas, en fait.
C'est ça, Donc, ils vont pousser le jeu aussi c'est d'autant clair, plus. ouais. Et alors, ça fait quoi de recevoir sa première boîte d'auteur? C'est assez particulier. Je pensais que le moment que j'aimerais le plus, c'est la boîte. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, mon moment wow, ça a été de voir les premières illustrations. Quand on nous envoie, regarde, c'est à ça que ça va ressembler, ton jeu. Ouais, ça, c'était vraiment... Je me souviens avec Alex, on n'arrêtait pas de... Parce qu'en fait, je sais pas si Benjamin sait ça, donc s'il va écouter, on verra ce qu'il dit, mais en fait, lui, il nous montrait sur Discord, on avait un vidéo chat, puis il nous montrait depuis son ordi parce qu'il voulait pas nous les envoyer. D'accord. Et puis moi et Alex, par après, on s'est rendu compte que les deux, on faisait des screenshots à chaque fois qu'il montrait. Donc, on les avait quand même, les images. Mais non, on était tellement contents parce que c'est vraiment... Ça on dirait prend que vie. c'est ça, exactement. J'allais dire « it takes life », donc c'est exactement dit ce que je pensais. Ça a été mon moment préféré. Bien sûr, tu reçois la boîte. En plus, les cartes, ils sont de hyper bonne qualité. La boîte, le format et tout est parfait. Les plateaux et tout. C'est cool. Mais c'était vraiment le moment où tu reçois les illustrations et tout. C'était comme waouh. Donc, vous avez été tout de suite séduit aussi par la proposition de la direction artistique. Ouais. Je pense que ça m'aurait fait de la peine si j'avais pas... Tu sais, moi, alors, pour ceux qui me connaissent pas, vous savez peut-être pas, mais j'ai des tatouages partout sur les bras. Et puis, c'est la même chose pour moi. C'est limite, quand j'ai le produit final, je suis content, mais quand elle m'envoie le dessin, elle me dit c'est ça que je vais faire. Il y a un côté où j'ai tellement peur de pas aimer ça. Et donc, quand je l'aime, je suis tellement satisfait, quoi. Donc voilà. Tu vas peut-être te rajouter un tatouage de Naishi. Ah, écoute, peut-être pas de Naishi, mais j'aimerais bien peut-être dans son style à elle. Peut-être que je vais lui demander de me faire un truc, je sais pas, à voir. Alors déjà parce que, on peut le dire, je vois, c'est parce que sur ton t-shirt, tu as fait redessiner le logo de l'émission, du coup, par l'illustratrice. Ouais, je me suis dit ça, encore une fois, petit projet que je me mets en cours, mais je me dis si, par exemple, j'aurais d'autres jeux qui signent, j'aimerais bien toujours un peu aller voir les illustrateurs, dire est-ce que tu peux me rethématiser mon logo. Après, il faut savoir que ça coûte assez cher, payer des illustrateurs pour ça, mais moi, c'est toujours des trucs qui me bottent, quoi. Surtout quand j'aime le travail d'illustration. Tiens, d'ailleurs, c'est ça que je vais te demander. Comment on arrive à 7 saisons avec 3 ans d'émission? C'est un peu des semestres à l'école, tu sais. Il y a un peu ce truc de septembre à janvier, je crois, on fait jusqu'aux vacances de... Puis après ça, on reprend. Donc en fait, il y en a 2 par année, quoi. C'est un peu ça. C'est un truc de prof, quoi. Ouais, c'est clair. Okay. Mais moi, ma vie tourne en année. Tu sais, en fait, c'est drôle parce que quand je parle avec ma femme, qui est aussi prof, quand on se dit l'année prochaine, c'est plus l'année scolaire prochaine. On n'a pas cette idée d'année civile. Ouais. Donc là, en fait, c'est bien, tu sors ton jeu comme la rentrée scolaire. Oui, c'est parfait. Début septembre. C'est parfait. Mi-septembre. Et puis j'ai des amis, des très bons amis à moi qui viennent juste de donner naissance, donc à peu près en même temps que Naishi, et puis ils m'ont nommé parrain. Du coup, moi, je suis... c'est mon mois, quoi. C'est ton mois. Ouais, super. Bon, alors justement, tu m'as un peu répondu tout à l'heure sur les projets, mais les projets de toutes sortes, en fait, que ça soit pour ton podcast, pour la chaîne, pour l'autorat, pour autre chose peut-être dans le milieu ludique, même si tu as évoqué un petit peu une réponse tout à l'heure. Si on commence niveau autorat, comme je disais, bien sûr, je serais heureux de sortir un autre jeu. C'est pas mon but ultime, comme certaines personnes qui sont ici qui veulent un peu en faire un métier. On a un autre proto en cours avec Alex. On essaie un peu de surfer sur la vibe, voir si on peut recréer cette magie. Alors, c'est un jeu complètement différent. J'ai un autre proto qui traîne depuis longtemps avec Thomas Favelia. Ok, donc qui était aussi au bootcamp? Aussi au bootcamp, mais lui il était là en tant que présenteur parce qu'en fait il était dans la première édition du bootcamp. Puis c'était un peu en mode, vous voyez, c'est possible parce qu'il venait de signer Alveola. Ouais, puis il a sorti plusieurs choses. Mais non, dans la depuis suite. Il ne s'arrête plus. Donc j'avais un jeu avec lui qu'on travaille dessus depuis un moment, mais c'était un minimum 3 joueurs. Puis c'est assez dur de faire des tests à 2 sur un jeu à 3. Du coup, on s'est dit, il faudrait peut-être demander une 3e personne. Du coup, on a amené Alex avec nous. Donc là, maintenant, donc j'ai 2 protos en cours, en plus de Drakkar, qui est mon seul jeu, si on veut. Mais je sais plus, j'ai de la peine à encore y croire. Ça fait presque 1 an maintenant que le proto est chez Lucky Duck et qu'ils n'ont pas encore joué. Ah oui, d'accord. C'est compliqué. Ouais. C'est le studio en Pologne. Bon, il y a eu pas mal de gros changements chez Lucky Duck cet été. Donc voilà, ça explique un peu. Mais donc voilà, je ne m'attends pas vraiment à avoir une réponse. Par Goliath, faut le dire. Oui. Je m'attends pas à avoir une réponse particulièrement positive de eux. Puis en plus, ça fait 1 année et demie que je n'ai pas touché à Drakkar. Donc j'ai un peu oublié. Mais peut-être que je vais me relancer dedans, à voir. Mais je pense pas que je sais pas si je me vois relancer un autre proto. J'ai un peu des projets en cours, à voir si je peux les mener à bon port. Mais sinon, voilà, en ce moment, j'ai 12 000 autres trucs à faire. Pour ce qui est de la chaîne YouTube, encore une fois, c'est quand j'ai une envie, quelque chose, je veux pouvoir le faire. Tu as des vidéos comme j'ai fait avec Mims où on faisait sous la table, tu as un peu sous le vent, la parodie de sous le vent. Ce genre de vidéos-là, moi, ça me fait hyper plaisir. Mais de faire des vidéo-règles, des trucs comme ça. Oui, trouver un format peut-être un peu différent. Ouais, il y avait les tu es accro aussi. Oui, t'es accro, les signes que t'es accro, mais ça, j'en trouve plus, quoi. J'ai plus d'idées. Les gens me disent, mais quand est-ce que ça revient? Je dis, mais j'ai tout fait, j'ai l'impression. Donc, à voir. C'est le projet qui me
comment dire, pas qui m'intéresse le moins, c'est pas le bon terme, mais en ordre de priorité, disons, il est plus bas que le podcast et tout. Le podcast, bon, on continue jusqu'à ce qu'on ait plus envie. On essaie d'un peu tweaker la formule à chaque saison, d'un peu peut-être changer des trucs, voir pour des invités, quelqu'un du milieu qu'on n'a peut-être pas déjà eu, puis que ça reste quand même dynamique et intéressant. Et puis sinon... C'est déjà beaucoup, c'est déjà pas mal, hein, parce que c'est vrai c'est déjà pas mal. Avec Livy... Bon, c'est vrai que le projet aussi, Mims, les minisodes, on essaie c'est son premier salon qu'elle vient à Vichy, qu'elle est vraiment en tant que professionnelle. Donc, nous, on trouve ça cool parce que ça nous fait un membre de plus. C'est une autre voix qui s'ajoute un peu à la. Mais c'est ça qui est chouette aussi, c'est que c'est une équipe, quoi. On joue dessus. Donc, ça permet aussi de pouvoir se reposer un peu sur les uns les autres. Les idées, peut-être, peuvent effectivement plus rebondir. Donc, écoute, est-ce que tu veux rajouter autre chose à tout ça avant qu'on passe à notre part très J'ai l'impression que je parle déjà trop, non? Ah ouais, non, écoute, ça va. On va pas faire 2h30, c'est déjà. Non, c'est clair. Sachez que sur mon podcast, c'est pas moi qui parle le plus, hein. C'est vrai. C'est vrai. Si tu étais un mode de jeu, lequel serais-tu? Est-ce que tu serais solo, compétitif, semi-coop, coop? Semi-coop. Semi-coop. Clairement. Ouais. Ce côté un peu fais-moi confiance, mais pas trop. J'aime beaucoup ça. Puis j'avoue que, en plus, ce qui me fait rire, c'est que je suis souvent tout seul à aimer ça. Quand il y a ça dans des jeux, je me rends compte, des jeux comme Dead of Winter ou The Great Wall, ce côté où tu peux aider, mais pas trop. Je sais que c'est pas tout le monde qui aime ça, moi j'adore ça. Donc je pense que ça me représente bien en fait. Je suis toujours quelqu'un qui veut aider, mais j'ai toujours dit que j'étais un peu égoïste, égocentrique, mais j'en suis très conscient. Je pense que c'est assumé. Oui, c'est totalement assumé. Hein. Mais je sais que... Alors ma femme elle dit tout le temps, mais c'est pas du tout vrai, t'aides tout le monde. Je dis oui, je sais, mais moi je le vois pas comme nécessairement négatif. Je pense que je sais ce que je vaux comme personne. Et puis c'est un truc que j'essaie d'apprendre à mes ados, parce que les ados, c'est très rude pour eux de savoir, t'as le droit d'avoir une voix, t'as le droit d'être important si on veut. Donc moi c'est quelque chose que j'ai toujours assumé très bien. C'est plus finalement avoir de la confiance en soi. Oui, en fait. oui, c'est important d'en avoir. Ouais, c'est clair. Ok. Si tu étais une mécanique de jeu, ouais. Tu serais plutôt quoi alors? Deck building, poste d'ouvrier C'est chaud, tu demandes ça à toutes les ouais, personnes. Je demande ça à tout le monde. Ouais. Qu'est-ce qui pourrait être représenté en fait, peut-être plus? Je pense que les contraintes. Ouais. Ouais. Ce truc de tu peux pas faire tout ce que tu veux, mais il faut que tu choisisses. Ok. Et puis il faut que tu optimises au mieux. L'optimisation. Ouais, ok. Ouais, je dirais ça. Ouais, mais ça marche. Ouais. Ok. Et si tu étais un illustrateur de jeux de société? Lequel? Donc c'est qui mon illustrateur préféré? Ouais. Ou dans quel style? Ouais, dont tu te sentirais peut-être le plus proche dans l'univers. J'ai l'impression que c'est 3 questions en même temps là. Ah ouais? Tu veux la reposer? Je suis pas sûr. Attends, tu me demandes quoi? Qui est mon illustrateur préféré? Ou si moi je devais être un illustrateur, quel serait mon style? Oui, c'est plutôt ça. Ok, tu veux recommencer? C'est plutôt la deuxième question. Si tu étais un illustrateur de jeux de société, lequel te représenterait le plus? En fait, moi, je me rends compte que j'ai pas vraiment un illustrateur préféré, ni un style préféré pour ça. Je me rends compte que j'aime bien quand les trucs changent. J'aime mieux des trucs nouveaux. En ce moment, je suis assez hypé par ce que Marine fait. Ce côté très prononcé, en fait. J'aime pas trop les trucs un peu pastel. Donc moi, j'aurais clairement un truc très assumé. Une patte très graphique, très assumée, je pense. Si j'étais illustrateur, alors que je ne suis pas du tout. Mais ouais. Ok, ça me va. Et alors, dernière question. Si tu avais quelqu'un à me proposer à mon micro pour un prochain podcast, à qui tu penserais dans le monde ludique? Alors, quelqu'un que je pense que je suis quasi sûr en plus que tu n'as pas eu sur ton podcast, parce que c'est pas la personne qui court après ce genre de truc, mais que moi, je trouve tellement intéressant, c'est Sébastien Pochon. Ok, de loin. C'est quelqu'un qui est très, très drôle, très pince sans rire et tout, et puis qui a été éditeur, qui a été auteur, qui a collaboré sur plein de projets qui ont un peu marqué le monde du jeu, et puis quelqu'un mais hyper simple, en fait. Il se prend pas du tout la tête. Moi, j'ai que de l'admiration pour ce mec, donc je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à vous apprendre. Ok, voilà. Écoute, je note, sans problème. Ouais, cool. Merci de ton conseil. Je te propose qu'on termine le podcast comme on fait habituellement, avec la chaîne YouTube et le podcast. C'est alors au jeu signé Mathieu Bierry, tu joues ou quoi? Tu joues ou quoi? Et tu joues ou quoi, on le dit ensemble. Ok. Alors au jeu signé Mathieu Bierry, tu joues ou quoi? Merci à toi. Merci beaucoup. J'espère que cette interview de Mathieu Bierry vous a plu. Merci beaucoup pour votre écoute attentive et pour votre fidélité. Si vous souhaitez soutenir l'émission, mettez 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast et des pouces sur YouTube. Ça m'aidera beaucoup. La prochaine fois, je serai avec l'illustratrice Mélodie Leblond qui vient d'illustrer son premier jeu, Festival,
sorti chez Scorpion Masqué. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines.